Je suis ravi une nouvelle fois de participer à cette nuit du hack en tant qu'intervenant. Donc, je vais vous présenter une conférence qui aura lieu en deux parties. La première partie, c'est comment fabriquer votre cracker de mot de passe low cost, petit budget. Vous n'avez pas forcément de GPU, une config puissante, etc. etc. Donc l'idée, c'est de faire du do-it-yourself dans la première partie. Et puis la seconde partie, ça sera comment utiliser ce cracker de mot de passe sur la blockchain, simplement pour pouvoir faire un petit peu à la mode du bug bounty, un password bounty, c'est-à-dire que quand vous avez un mot de passe à un hash à craquer, vous le soumettez à la communauté avec une petite prime, et puis celui qui trouve comment le craquer, il touche la prime. Voilà. Et on va essayer d'organiser ensuite cette place de marché de manière complètement décentralisée, de façon à ce qu'elle résiste à toute tentative de DDoS, à toute triche, et puis à toute tentative de takedown, de censure, éventuellement de certains pays. Alors, première chose à faire, développer un petit cracker de mot de passe. Et un cracker de mot de passe sur CPU, c'est efficace, mais il faut avoir plusieurs cœurs, on va dire. Il y a plus efficace, peut-être que vous savez faire maintenant sur GPU. Et en réalité, il y a encore un petit peu plus efficace. Alors, ça va dépendre des types de hash. Mais il y a plus efficace sur FPGA. Et le FPGA, on n'en entend pas encore beaucoup parler, pourtant il commence à y en avoir un petit peu partout. Un FPGA, en fait, c'est une puce reprogrammable, une puce de logique reprogrammable qui est câblable, mais on peut changer le câblage à volonté. Ce qui fait que les instructions sont exécutées extrêmement rapidement parce que c'est vraiment du câblé. C'est des portes logiques qu'on va arranger sur une surface, qu'on va relier entre elles, et on va pouvoir câbler toutes sortes d'opérations à volonté. Donc c'est reprogrammable, mais c'est à peu près la même vitesse qu'un circuit imprimé traditionnel. Donc c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir le spécialiser pour calculer tel ou tel type de hash, exécuter tel ou tel type d'algorithme. Il y a deux types de choses qui sont dans un FPGA. Il y a ce qu'on appelle des LUT, Lookup Table. Donc ce sont des tables avec des entrées et des sorties, des sortes de dictionnaires. Donc on cherche une entrée dans le dictionnaire et on trouve la valeur correspondante. Donc il y a des LUT de 5, 6, 7 bits selon les FPGA. Et vous avez des flip-flops. Des flip-flops, ça va être des circuits qui vont permettre de temporiser les accès aux LUT, de manière à gérer la propagation et à faire attendre certaines parties du circuit pendant que d'autres calculent. Et en composant donc avec des LUT et des flip-flops, vous êtes capable de refaire n'importe quel programme logique et de le synthétiser sous forme d'un circuit électronique sur un FPGA. Alors optionnellement, en plus, vous avez éventuellement dans le FPGA des blocs de mémoire, évidemment, de mémoire RAM, des multiplications qui sont déjà câblées pour éviter d'avoir à refabriquer la multiplication, qui est une opération assez courante quand même, et puis des petits blocs pour faire du traitement de signal qu'on appelle des DSP. Alors le FPGA, on commence à le voir un petit peu partout, comme je vous ai dit, pour faire la gestion du traitement de signal sur le SDR. Peut-être que vous avez déjà un petit peu touché à tout ce qui est SDR, donc les clés RTL-SDR ou du BladeRF ou de l'USRP pour faire du traitement de signal. Dans les SDR, on va dire d'un certain prix, il commence à y avoir des FPGA maintenant. Vous pouvez faire avec des FPGA des analyseurs logiques pour aller sniffer certaines parties de PCB, de circuits électroniques. Avec un FPGA, vous pouvez faire de l'injection de fautes sur un circuit électronique, c'est-à-dire modifier à la volée certains bits pour faire dysfonctionner le circuit et éventuellement espérer de provoquer une erreur qui vous donne des informations sur les secrets qui sont stockés dans ce circuit. Et puis faire tout type d'attaques par canaux cachés, canaux auxiliaires, donc des attaques par timing, des attaques en mesurant la consommation d'une puce ou d'un circuit, de manière à extraire les secrets qui sont, encore une fois, cachés dans ce circuit. Vous avez le Chip Whisperer, par exemple, qui est commercialisé et qui assure toutes ces fonctions d'attaque par canaux cachés. Alors là, j'ai choisi une board qui est volontairement pas chère, donc accessible à quasiment tout le monde. C'est une board de développement donc FPGA qui s'appelle le PYNQ, PYNQ, qui vaut 200 € et en prix académique, elle est à 100 €. Donc si vous êtes dans une université, une école, un centre de recherche, vous pouvez l'obtenir vraiment pour 100 € et ça coûte quasiment rien. Pour 100 €, vous avez une board complète, compatible d'ailleurs Arduino, parce qu'il y a des connecteurs qui vont bien pour les boards. Et sur le PYNQ, vous avez en fait un dual-core ARM. Donc déjà, vous pouvez faire de la programmation, on va dire, tout à fait traditionnelle, puisque c'est de l'ARM standard. Mais en plus, vous avez donc le FPGA. Et les deux sont sur une même puce, donc c'est ce qu'on appelle un SoC, System on Chip.
Et le tout fait la taille vraiment d'une main, donc c'est tout petit. Ce qui fait que vous avez une puissance de calcul qui est phénoménale pour le prix que vous payez. Hein. Là, pour les 100 €, vous allez pouvoir avoir à peu près la puissance de calcul, on le verra, d'un GPU, sans tous les inconvénients d'un GPU, parce qu'un GPU, il faut pouvoir le brancher, hein, le mettre sur un PC. Il faut avoir une ALIM, il faut avoir un disque dur, il faut avoir tout plein de choses à côté. Là, vous avez une consommation qui est très très faible, de l'ordre de quelques watts. Hein, quelques watts, c'est rien du tout. À savoir que, par exemple, une ampoule, ça consomme déjà 60 watts. Hein. Là, vous êtes à peu près 10 fois moins consommateur qu'une ampoule. Donc, c'est vraiment écolo, hein, typiquement. Ça va pas chauffer. Hein, il n'y a pas de ventilateur, donc ça fera pas de bruit. Donc, c'est relativement intéressant. Vous allez avoir 5200 éléments et chacun est customisable, hein, donc avec un certain nombre de luttes et de flip-flops comme on a vu. Vous avez une vitesse d'horloge qui dépasse les 450 MHz. Vous avez de la RAM, vous avez un port Ethernet, vous avez pour la communication des ports USB, des ports UART, des ports JTAG pour la programmation, une carte SD si vous voulez stocker des données, et puis des boutons, des switches, des LED, hein, des LED lumineuses. Des LED qui sont changeables en couleur. Voilà, alors comment ça se programme cette petite bête-là? Soit vous restez dans le mode traditionnel comme un Raspberry Pi, vous utilisez les cœurs ARM et à ce moment-là vous faites tourner un Linux, d'ailleurs c'est livré avec Linux. Soit vous décidez de vraiment tirer parti du FPGA pour avoir quelque chose qui est extrêmement optimisé au niveau du calcul et donc de recabler ce FPGA avec le circuit de votre choix. Et là, ça devient assez difficile, en tout cas très différent de la programmation impérative qu'on connaît tous. À savoir que c'est une programmation par comportement. Donc on va dicter les comportements de la puce en fonction des comportements de ses entrées et de ses sorties, hein, typiquement. Donc c'est une programmation par comportement et pas une programmation impérative comme on le connaît. Donc vous avez une courbe d'apprentissage qui est assez longue, hein, parce que c'est très différent de la programmation classique qu'on connaît. Et typiquement, dans un bloc de programmation, si j'ai plusieurs instructions dans le même bloc, dans un FPGA, elles s'exécutent toutes en parallèle. Hein, vous n'avez pas la possibilité de faire de la programmation impérative où on fait instruction 1, instruction 2, instruction 3. Par défaut, toutes les opérations sont parallèles. Si vous voulez faire quelque chose de séquentiel, vous êtes obligé de passer par une machine à état. Hein, c'est-à-dire de faire, en fait, d'avoir une variable qui est le numéro de l'état, et de faire ensuite un gros if avec des cas, et j'en suis à l'état 1, à l'état 2, à l'état 3, à l'état 4, et ensuite avoir les opérations, et puis d'incrémenter ou de décrémenter le numéro d'état pour passer d'un état de la machine à état à un autre. C'est la seule façon de faire de l'impératif avec des FPGA. Donc c'est un mode de programmation qui est quand même très différent. Vous avez deux langages principaux hein, qui sont répandus et à peu près normalisés, que sont le VHDL, qui est un langage qui est fortement typé, mais qu'on utilise plutôt en Europe, qui est plutôt répandu en Europe, et le Verilog, qui lui, au contraire, est plutôt répandu aux États-Unis et puis dans le reste du monde, et qui est un petit peu moins typé, un petit peu plus permissif, on va dire. Et vous pouvez pratiquer avec ces langages de programmation sur EDA Playground, hein, si vous voulez vous familiariser, même sans acheter de matériel, avec ces langages de programmation. Voilà à quoi ressemble du code VHDL. Donc voilà, c'est un mélange de Pascal, de C, hein, un petit peu. C'est pas très très joli à voir, mais ceci dit, vous avez quand même des instructions hein, de type if, bien évidemment. Vous avez aussi des instructions de type boucle, mais voilà, il ne faut pas s'y méprendre. Quand vous avez une boucle, c'est pas séquentiel, c'est complètement en parallèle. Hein. Donc une boucle, typiquement, va être unrollée, hein, comme on dit en développement, et toutes les opérations qui sont sous la boucle vont se dérouler en même temps. Hein. Donc vous avez création de pipeline hein, parallèle de traitement en faisant une boucle. Voilà à peu près l'équivalent en Verilog. Hein. Donc là, on a un code qui est un petit peu plus concis, un peu plus permissif. Et donc on peut faire des erreurs en Verilog, mais c'est quand même un petit peu plus facile à écrire, je trouve. Voilà, donc typiquement, hein, c'est vraiment par rapport au comportement des entrées. Donc là, par exemple, on va dire qu'est-ce qu'on fait à chaque fois qu'on voit un front montant hein, de l'horloge. À ce moment-là, on va regarder si le bouton reset est enfoncé. On va tester un certain nombre de conditions et puis on fait des affectations en reliant en fait des entrées à des sorties ou des variables à des sorties
et on agit complètement en comportemental et pas du tout en impératif. C'est une description du comportement de l'algorithme. Alors, programmer avec ces langages de description hardware, qu'on appelle HDL, est assez difficile, surtout quand vous avez à gérer des interfaçages. Le protocole USB, par exemple, est extraordinairement complexe, et le protocole Ethernet aussi. Si vous avez à réimplémenter de l'USB ou de l'Ethernet en Verilog ou VHDL, bon courage, vous pouvez passer plusieurs années à développer une stack. C'est bien plus facile de reprendre des choses qui existent, des stacks, des piles qui sont faites en C, et de les exécuter sur le cœur ARM, à côté du FPGA, sur le SOC, très clairement. Et c'est généralement d'ailleurs ce qui est fait. Ou alors vous avez une autre astuce, si vous n'avez pas de SOC et pas de cœur ARM, mais juste un FPGA, vous pouvez carrément prendre ce qu'on appelle un soft core, c'est-à-dire un CPU qui est déjà câblé, que vous faites tourner sur le FPGA. Et sur ce CPU-là, qui va pouvoir exécuter du code x86 ou ARM, vous allez pouvoir lancer un binaire. Donc c'est une deuxième façon de pouvoir réutiliser des piles USB, des piles Ethernet déjà toutes faites, en utilisant un compilateur C. Donc là, le FPGA va carrément émuler un processeur complet, et vous allez pouvoir lancer des exés sur le FPGA. Alors évidemment, c'est un petit peu moins optimisé, mais ça permet, pour des choses qui sont non critiques, de reprendre du code existant, plutôt que de devoir tout recabler de zéro. Même câbler de la logique, ça peut être complexe, pas que l'interfaçage. Dans le cas où vous avez justement des machines à état qui sont très très grandes, beaucoup d'instructions en série, typiquement, ça peut être déjà complexe à ce niveau-là. Et il y a des solutions qui commencent à apparaître. Xilinx, qui est un des deux plus gros fabricants de FPGA avec Altera dans le monde, a fourni en fait un SDK, un kit de développement, qui inclut un compilateur C vers HDL, vers Hardware Description Language, qui s'appelle Vivado HLS. Et vous pouvez commencer à écrire en C certaines parties de code. Et vous avez des directives que vous mettez, des directives en C pour aider le compilateur à dire là je veux que ça soit parallélisé, là je veux que ça soit pipeliné, là je veux que ça soit unrollé à cet endroit-là, et en mettant combien vous voulez de création de circuits en parallèle sur le FPGA. Parce que ce qui est intéressant sur un FPGA, vous pouvez créer autant de threads parallèles que vous voulez, physiques, tant qu'il y a de l'espace sur le FPGA. Tant que vous n'avez pas utilisé toutes les portes sur votre FPGA, vous pouvez faire un thread d'exécution. Donc typiquement, si votre circuit qui fait du SHA-256, par exemple, pour casser un mot de passe, il prend que 1/5 du FPGA en nombre de portes, vous pouvez le répliquer 5 fois et du coup avoir l'équivalent d'un processeur avec 5 cœurs qui s'exécutent en parallèle. Et plus votre FPGA est gros, plus vous pouvez répliquer le même circuit plusieurs fois et donc paralléliser complètement le calcul et aller beaucoup plus vite. C'est vraiment l'intérêt du FPGA. Alors, j'ai fait une preuve de concept sur FPGA qui communique en UART vers USB pour soumettre un hash et puis récupérer le résultat. Bon, le code est tellement dégoûtant que je ne vous ferai pas l'affront de le publier, surtout que après, ça utilise des outils commerciaux derrière. Et surtout, en plus, il est limité à des attaques en brute force incrémentale pour le moment. Je ne suis pas un expert, donc je n'ai pas fait des attaques hybrides, je n'ai pas fait des attaques par dictionnaire, etc., où les méthodes, les approches sont un petit peu différentes pour les accès mémoire notamment. Mais ce qui est intéressant, c'est la performance qui est vraiment similaire à celle d'un GPU, alors que votre carte FPGA, elle est autonome. Elle n'a pas besoin d'un PC pour fonctionner, elle n'a pas besoin d'une ALIM, elle n'a pas besoin d'une carte graphique, d'un disque dur, d'une carte mère, etc., etc. Donc vous avez pour 100 € un mini cracker de mot de passe qui fait à peu près la performance d'un GPU, qui n'est pas cher, qui consomme rien, qui n'occupe pas de place et qui fait aucun bruit, puisqu'il n'y a pas de ventilateur, donc c'est quand même très sympa. Alors après, pour le rentabiliser, ce petit FPGA, parce que l'idée c'est de le rentabiliser, j'ai pensé à quelque chose, c'est sur le même ton que les bug bounty qu'on voit à l'heure actuelle, c'est de fabriquer des password bounty. Tout simplement parce que y a pas mal de forums où les gens postent des hashes qu'ils n'arrivent pas à casser. On l'a vu aussi avec les dernières fuites récentes de la NSA, des machines sur lesquelles on récupère le hash et on n'a pas l'accès forcément. Ça peut être intéressant en fait de mettre en commun tous les mots de passe, tous les hashes qu'on n'arrive pas à casser, et d'offrir une prime sur la même mode que le bug bounty pour que quelqu'un arrive à le casser et puis qu'on paye cette prime uniquement aux personnes qui ont trouvé
comment casser ce mot de passe, et pas au temps passé. Donc c'est vraiment sur le principe du bug bounty, c'est on paye au résultat. Donc l'idée, voilà, ça serait de fournir aux auditeurs sécurité une plateforme pour évaluer le niveau de sécurité des mots de passe. Pourquoi? Parce que généralement, un auditeur sécurité, il va tester un mot de passe quand il le trouve chez un client et qu'il est autorisé à utiliser des plateformes de cassage de mots de passe. Il va le tester sur sa machine pendant 1 heure, pendant 2 heures éventuellement, et puis s'il n'y arrive pas, il va dire « Ok, le mot de passe, il est sûr ». Sauf que l'attaquant, il n'en est pas à ce stade-là. L'attaquant motivé, il va mettre beaucoup plus de moyens que l'auditeur sécurité. Donc on voit qu'au final, c'est assez inégal. Donc l'idée, c'est de construire une plateforme collaborative et d'inciter les gens à donner leur puissance de calcul pour casser les mots de passe en leur donnant des primes s'ils arrivent à casser les mots de passe. Et comme ça, on démultiplie l'effort de cassage de mots de passe et on est plus en condition réelle d'un vrai attaquant motivé qui essaye de casser le hash. Donc l'idée, c'est que les gens qui le veulent soumettent les hashes avec une prime qui est associée, et les gens qui le veulent donnent de la puissance de calcul pour essayer de casser les hashes de mots de passe, et dès qu'ils en trouvent un, ils soumettent le clair sur la plateforme vérifie que le clair est bon, et la plateforme leur reverse une prime, puisque c'est comme un bounty, donc ils ont trouvé une faille. Sauf que là où c'est intéressant, et là donc je vous réserve l'exclusivité pour aujourd'hui, pour vous de la nuit du hack, c'est qu'on va essayer de faire ça de manière complètement décentralisée, c'est-à-dire sans aucun point de défaillance sur cette plateforme de marché, pour éviter simplement que les gens trichent, éventuellement, pour éviter la censure de gouvernement, parce que la loi peut changer, pour éviter les dénis de services distribués qu'il peut y avoir sur certains sites, et pour éviter globalement toutes les coupures de courant, les problèmes opérationnels qui pourraient faire que la plateforme, à un moment ou à un autre, elle ne marche plus. Donc on va tout décentraliser et essayer d'avoir une plateforme qui est complètement distribuée. Alors qu'est-ce qu'il faut distribuer du coup? Il va falloir distribuer le back-end de la plateforme, donc tout ce qui est logique applicative qui permettra de soumettre les hashes, de vérifier, de gérer les primes de tout un chacun. Il va falloir distribuer le front-end, parce que c'est une application web, donc le stockage de l'HTML, du JavaScript, du CSS. Et il va falloir aussi distribuer, parce que sinon ça reste un point de défaillance unique, le nom de domaine. Oui, le nom de domaine, on l'a vu encore avec les attaques de type Mirai, qui ont lieu sur des hosters de noms américains, que des Facebook ou des Twitter, par exemple, ne sont pas à l'abri d'avoir du downtime parce qu'il y a des attaques sur les serveurs de noms. Donc là, pour vraiment que ça soit inattaquable, l'idée, c'est vraiment de décentraliser les trois. Alors, comme ça, vous allez me dire, ça semble un peu difficile de décentraliser les trois, surtout que les Américains contrôlent les serveurs de noms. Alors, j'ai choisi Ethereum, qui est une techno de blockchain, avec une stack un peu complexe, mais très intéressante, qui permet de faire beaucoup de choses, dont certains composants sont en bêta, mais qui fonctionnent bien. Et je suis arrivé à tout décentraliser. Donc pour le back-end, pour la logique applicative, j'ai mis ça dans un smart contract Ethereum. Pour le front-end, donc l'hébergement du site web, pour ceux qui souhaitent utiliser la partie site web, j'ai choisi Ethereum Swarm, qui est encore en bêta. À ne pas confondre avec Docker Swarm, c'est une chose différente. Et pour le stockage du nom de domaine, pour qu'il soit aussi décentralisé, j'ai pris un résolveur de nom de domaine qui fonctionne dans un smart contract sur la blockchain qui s'appelle Ethereum Name Service, ENS. Et comme ça, voilà, on a tout décentralisé et on n'a plus du tout de point de défaillance unique. On a une vraie place de marché décentralisée. Alors ensuite, il faut implémenter aussi des mesures pour éviter la triche. Parce qu'il y a des gens qui vont chercher, dès qu'il y a de l'argent, à aller le grappiller, comme on dit. Donc pour celui qui soumet un hash, par exemple, il va falloir payer à l'avance la prime qu'il va vouloir donner. Et cet argent-là, on va le séquestrer, le mettre dans un contrat de séquestre pour qu'il soit bloqué et pour que personne ne puisse le retirer, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. Donc pas de fait, pas de, comment dire, pas d'insolvabilité du soumetteur de hash, il faut payer à l'avance. C'est comme à la blanchisserie, si vous voulez. Pour ceux qui résolvent les hashes,
il va falloir payer un tout petit frais pour soumettre une réponse. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'utiliser la plateforme pour tester si des clairs sont bons. Il ne faudrait pas utiliser la plateforme comme plateforme de calcul, mais uniquement comme plateforme de vérification. Donc du coup, j'impose un petit peu de frais pour chaque vérification, parce que de toute façon, si c'est un bon mot de passe, immédiatement, il donne le droit à, par contre, une grosse prime qui est bien supérieure, qui est 100 ou 1000 fois supérieure. Donc ça, c'est pour inciter les gens à calculer chez eux et pas utiliser la plateforme pour calculer. Ensuite, il se pourrait qu'il y ait des attaques système, réseau, applicatives, qu'il y ait des failles de sécurité, etc., etc. Donc, je ne veux pas qu'il y ait de serveurs corrompus qui renvoient toujours vrai quand on soumet un hash, typiquement. Donc, je vais faire vérifier la réponse quand quelqu'un soumet un clair, un hash de mot de passe, par des milliers de nœuds. Comme ça, s'il y en a même 200 ou 300 qui sont déjà piratés, rootkittés, backdoorés, c'est pas grave. On va faire vérifier la réponse par des milliers de nœuds et puis on va faire un vote. Et si plus de 50% des nœuds sont d'accord, on accepte la réponse. Comme ça, je ne suis plus du tout sensible aux vulnérabilités, aux différentes attaques, réseaux, systèmes, applicatifs, ce que vous voulez. Et pour tous les users, donc, je décentralise toutes les composantes de l'application. Comme ça, je garantis qu'il n'y ait pas de déni de service distribué ou de coupure liées à des problèmes opérationnels, électriques, de panne de disque dur ou autre. Voilà. Donc pour ça, comme je l'ai dit, j'ai choisi la blockchain Ethereum, qui est actuellement la blockchain réputée la plus sécurisée. Pourquoi? Parce que c'est celle qui possède le plus de nœuds dans le monde devant Bitcoin. Vous avez plus de 38 000 nœuds Ethereum à l'heure actuelle qui tournent. Si on a du réseau, on pourra vous montrer. Voilà. Voilà, donc là, vous avez une répartition par OS, par client, et par zone du monde, un nombre de nœuds. Donc vous avez typiquement, par exemple, 9700 nœuds aux États-Unis, presque 4000 en Allemagne, en Russie 2000, 1500 au Canada, voilà, 1500 en Grande-Bretagne, en Chine, 1200 aux Pays-Bas, etc., etc. Donc près de 38 000 nœuds, ce qui nous assure que le code va tourner sur 38 000 nœuds, donc il faudra arriver à corrompre, à pirater 19 000 machines pour mettre à mal le système. L'avantage d'Ethereum aussi, c'est son temps faible de transaction, le temps entre les blocs, qui est seulement de 15 secondes. Ce qui fait que quand vous interagissez avec l'application, vous avez une réponse en 15 secondes en moyenne. Donc vous soumettez un hash, vous avez la validation de la soumission en moins de 15 secondes, ou vous soumettez le clair correspondant à hash, vous avez la validation pareil en 15 secondes. Et vous êtes payé aussi en 15 secondes. Il n'y a pas quelqu'un qui va vérifier manuellement derrière. Donc ça va nous permettre d'exécuter de manière fiable notre application. Et puis, autre avantage d'utiliser une blockchain, c'est qu'on va utiliser du coup son système de paiement pour rémunérer les gens. Tout simplement, c'est pour faire de l'envoi d'argent, donc ça c'est tout à fait adapté. Bon, à l'heure actuelle, l'Ether, il est plutôt cher, donc on va utiliser plutôt des fractions d'Ether. L'Ether étant à près de 300 €, on utilisera plutôt des rewards du type 1/10 d'Ether. Voilà. 30 € par exemple pour rémunérer quelqu'un qui arrivera à casser notre hash. Alors parlons maintenant des différentes composantes et de la façon dont elles fonctionnent. Première composante, donc le système décentralisé de noms, qui s'appelle ENS. ENS, c'est comme DNS, sauf que ça fait correspondre un domaine qui est en .eth à soit une adresse Ethereum de quelqu'un, pour lui faire un paiement à un individu quelconque, soit le hash d'un contenu, qui peut être une page web, qui est sur un espace de stockage décentralisé de type Swarm, celui que j'ai choisi, ou IPFS, qui est un concurrent, mais qui est un peu moins décentralisé. Donc je vous ai mis des références ensuite vers ENS, si vous voulez aller voir. Pour ce qui est du stockage distribué, donc j'ai choisi Ethereum Swarm. Swarm, c'est un système de stockage en peer-to-peer, qui est résistant au DDoS, sans downtime, résistant à la censure, etc., qui introduit un nouveau protocole, puisque c'est un nouveau et on va dire un début d'identifiant d'adresse qui est BZZ, suivi ensuite du hash du contenu que vous voulez demander. L'avantage de mettre le hash du contenu, c'est que si votre contenu bouge, le hash reste le même, alors que dans le cas d'un serveur DNS, si votre contenu change d'adresse IP, vous êtes obligé de changer l'URL. Voilà. Typiquement,
le site de Swarm, qui est swarmgateways.net, est hébergé en Swarm. Et le site de Swarm est aussi un proxy qui permet d'aller accéder pour des gens qui n'auraient pas de nœud Swarm à du contenu Swarm. Donc vous voyez, vous pouvez mettre, après le swarmgateways.net, vous pouvez mettre bzz./theswarm.eth pour accéder à un contenu qui est hébergé sur Swarm. Et là, vous voyez donc le site officiel de Swarm. Donc theswarm.eth, il résolve vers ce hash de contenu, et ce hash de contenu ensuite est envoyé à un proxy, à un nœud Swarm, pour aller récupérer son contenu. Alors je vous ai fait un petit exemple ici, par exemple, voilà, où j'ai hébergé un rickroll GIF, voilà, de manière complètement décentralisée sur plusieurs milliers de nœuds. Donc ce contenu-là est incensurable typiquement, et l'adresse ne changera jamais. Voilà. Vous voyez, l'accès est quand même assez rapide. En plus, je suis en tethering 4G derrière, ce qui n'est pas idéal. Vous avez aussi un album photo. Alors celui-là, il est un petit peu plus long à se charger, puisqu'il y a pas mal de photos, mais sinon, il vaut le coup. On va le laisser en fond, étant donné que j'ai un accès qui est un peu restreint. Et troisième partie donc, de la décentralisation, l'application en elle-même, sous la forme d'un smart contract. L'avantage d'un smart contract, c'est qu'une fois déployé, personne ne peut modifier le smart contract, pas même l'auteur ou celui qui l'a déployé, et personne ne peut stopper non plus ce smart contract. Il tournera ad vitam aeternam. Donc c'est un gros intérêt. Et le code, en plus, comme on l'a dit, il tourne sur tous les nœuds en même temps, ce qui permet d'éviter le piratage de certains nœuds, et ce qui permet de garantir que vous avez une application qui est toujours up, sans interruption de service. Et ce qu'on appelle l'ensemble smart contract et le front-end de web, c'est ce qu'on appelle une DApp. Et vous avez donc un annuaire de DApp sur dapps.ethercast.com. Et le langage de programmation principal des smart contracts, c'est Solidity. Solidity, qui est un langage de haut niveau, qui est très proche de JavaScript. C'est du JavaScript à deux poils près. Par contre, c'est du JavaScript qui est typé pour des raisons de sécurité, pour des raisons de facilité aussi d'implémenter un compilateur, puisque en fait, les smart contracts vont être compilés en bytecode avant d'être déployés sur la blockchain, et tous les clients donc Ethereum ont une EVM, une Ethereum Virtual Machine, pour faire tourner le code. C'est un langage qui supporte l'héritage, les bibliothèques, les types complexes définis par l'utilisateur, donc vous pouvez définir des structs assez complexes comme vous voulez. Et vous pouvez donc facilement créer des applications de vote, de collecte de fonds distribués. Vous pouvez créer votre Kickstarter en 20 ou 30 lignes de code. C'est vraiment très facile. Voilà, je vous ai mis aussi l'URL vers la documentation. Un petit exemple de code Solidity pour voir à quoi ça ressemble. Là, vous avez un contrat, typiquement, de séquestration de fonds. Donc si vous avez peur de dépenser vos Ethers, parce qu'ils prennent de la valeur en permanence, donc ça donne envie de les vendre, vous pouvez bloquer votre propre argent dans un contrat de séquestre qui est décentralisé sur toutes les machines. Et comme ça, pas même vous pouvez retirer l'argent de ce contrat de séquestre, et vous êtes garanti donc d'épargner jusqu'au 30 juillet 2020, là, dans ce cas-là, vos Ethers. Donc personne au monde, pas même le créateur du contrat ou pas même vous, ne peut retirer l'argent avant cette date-là, et c'est vérifié par des dizaines de milliers de nœuds en temps réel. Donc ça, c'est le site hodlethereum.com. Voilà comment on développe et on déploie son smart contract. Alors, on utilise des interfaces de type browser Solidity. Vous pouvez utiliser le framework de test Truffle. Et il y a une blockchain de test d'Ethereum qui s'appelle le testnet, à l'opposé du mainnet qui est le réseau principal. Et ensuite, vous pouvez déployer et utiliser votre smart contract en utilisant Parity ou Mist. Alors, je vous recommande Parity, qui est bien plus rapide à synchroniser. Mist, qui est un petit peu plus lourd. Parity, qui est écrit en Rust. Et donc, j'ai hébergé cette place de marché collaborative en Swarm. Donc, vous pouvez la retrouver sur bzz.passwords.eth. Donc, passwords.eth, je l'ai acheté. C'est un nom de domaine sur la blockchain Ethereum. La résolution de ce nom de domaine passe par un smart contract qui est décentralisé. Le smart contract va nous rediriger vers une adresse Swarm, donc un stockage décentralisé. Et le stockage décentralisé va faire appel derrière en JavaScript à des API d'un autre smart contract qui va gérer donc la soumission et la vérification des hashes automatisés. Alors on va regarder ce qui s'y passe. Vous voyez, donc ça c'est l'application photo album qui fonctionne en Swarm. Voilà.
Donc c'est une application web qui est complètement décentralisée aussi. Voilà, donc ici, comme je n'ai pas forcément de nœud Swarm, je peux me servir d'un navigateur standard et utiliser le proxy. Alors. Voilà. Donc voilà sur quoi vous tombez à l'heure actuelle quand vous allez sur cette place de marché décentralisé. Alors en réalité, il me manque encore un petit peu de boulot sur la partie front-end. Je ne suis pas fan de développement front-end, donc vous avez le strict minimum, mais pour l'instant pas de possibilité d'interagir directement depuis l'interface web. Par contre, ce qu'on vous dit, on vous donne l'adresse du contrat. C'est une adresse Ethereum avec laquelle vous pouvez discuter du contrat, et l'interface, ce qu'on appelle l'ABI, qui permet de savoir quelles données envoyer à ce contrat pour qu'il comprenne que vous voulez soumettre un hash ou ne pas, ou au contraire résoudre un hash. Dans Parity, qui est un client Ethereum, vous pouvez ensuite aller du coup dans Contract et rajouter en fait le password market en cliquant sur Watch. Et en cliquant sur Watch, vous allez pouvoir donner un nom à ce contrat, donner son adresse. Effectivement, donc l'adresse est ici, le nom est ici, et l'ABI, c'est la chaîne d'interface, c'est vraiment l'interface du contrat qui est là. Donc vous copiez-collez ça dans la partie ABI. Et du coup, après, vous avez votre contrat qui apparaît ici. Et sur ce contrat, vous voyez, apparaissent en fait des événements, parce qu'à chaque fois que quelqu'un soumet un hash ou à chaque fois que quelqu'un résout un hash, il y a un message qui est envoyé à tous ceux qui suivent le contrat, par un système de messagerie instantanée, avec le type d'événement. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a 5 heures, j'ai tel utilisateur qui a soumis un hash, voilà, et vous voyez ici le hash. Pareil, voilà, vous en avez 4. Donc là, c'est un petit challenge pour vous. Il y a 120 € à gagner en Ether. Vous avez 4 petits challenges que vous pouvez d'ailleurs, vous pouvez les retrouver en accédant à bzz-password.eth si vous avez un petit peu suivi. Vous lancez un Parity sur votre machine. Vous suivez du coup le contrat avec les informations qu'il y a dans passwords.eth. Et du coup, vous pouvez retrouver donc les hashes à résoudre. Et pour chacun des hashes, vous avez une prime. Alors la prime, elle est ici dans le amount. Donc selon la difficulté, vous avez une prime qui est plus ou moins élevée. Mais vous avez en gros 4 primes qui sont entre 5 centièmes d'Ether et 15 centièmes d'Ether. Et en tout, donc, ça totalise environ 120 € de primes sous forme de password bounty. Donc c'est moi qui les ai ajoutés manuellement, ces hashes-là. Après, pour réclamer votre argent, si vous arrivez à casser ces hashes, ce sont des hashes SHA 256. Vous interagissez avec le contrat. Alors comment ça marche? C'est assez simple. Vous cliquez sur Execute, vous choisissez la fonction que vous voulez exécuter sur le contrat. Donc vous avez une fonction submit hash pour envoyer un hash et une fonction submit answer pour envoyer un mot de passe en clair. Et là, vous mettez simplement votre mot de passe en clair. Donc imaginons que le mot de passe c'est Toto, vous soumettez Toto. Et là, le smart contract va vérifier sur 40 000 nœuds, donc que quand on fait un SHA-256 de Toto, ça correspondrait bien à un hash qui est dans le bounty du smart contract. Et si c'est le cas, ça va vous reverser la prime correspondante. Voilà. Donc, si vous n'avez pas assez de bug bounty, voilà, vous pouvez vous atteler à ça, donc avec des primes à gagner pour cet après-midi. Bon courage. Juste un petit mot pour finir. Donc voilà, c'est une preuve de concept, mais qui marche complètement. Je vous invite d'ailleurs à soumettre vos propres hashes SHA-256 si vous en avez qui traînent, que vous n'arrivez pas à casser, avec un petit montant en Ether à côté. Et qui sait, quelqu'un pourra vous aider à casser ces hashes. Alors pour l'instant, c'est limité à du SHA-256 pour plusieurs raisons. En fait, dans la machine virtuelle, il y a déjà une opération qui fait du SHA-256, donc je m'en sers. Je pourrais recoder d'autres systèmes de hachage. Le problème, c'est que ça ferait des frais de transaction très élevés. Parce que le code que vous faites exécuter sur les nœuds, il faut le payer. Donc si vous implémentez un algorithme complexe, ça coûte très cher en frais de transaction. Donc du coup, j'ai préféré
ne pas implémenter d'autres systèmes, parce que s'il faut payer 10 euros ou 20 euros juste pour soumettre un hash, au contraire, il faut que cet argent-là aille aux gens qui résolvent les hashs. Donc une solution, ça serait d'utiliser un oracle, c'est-à-dire un pont entre la blockchain et un site web classique, et d'offloader en fait ce calcul de hash à l'extérieur. Ça irait beaucoup plus vite et ça serait plus propre. Et en plus, Ethereum fournit une manière honnête de le faire, c'est-à-dire que vous pouvez vérifier que l'oracle ne triche pas. Ça s'appelle TLS Notary. Ça vous permet de certifier que la machine qui fait la requête à l'extérieur de la blockchain n'est pas menteuse, et qu'elle n'essaye pas de gagner de l'argent ou de vous en faire perdre. Voilà, le code est un petit peu dégoûtant, mais il fonctionne, et donc il tourne sur le mainnet. Vous le trouverez donc le bytecode sur passwords.eth, et n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez me suivre sur Twitter si vous souhaitez, et puis là vous avez mon adresse Ether si vous voulez m'envoyer des petits tips. Bon, et combien pour ton mot de passe Twitter? Bien, merci beaucoup Nuno pour cette conférence. On va procéder à une séance de questions-réponses. Y a-t-il des questions? Questions au premier rang. Alors attendez, parce ça va arriver, il faut qu'on fasse circuler les micros. Allez-y. Ça arrive. C'est à propos, par exemple, de la Chine, où c'est bien réputé pour la censure de l'Internet. Est-ce que ça peut contourner? Parce que le système chinois, c'est des firewalls qui contrôlent en temps réel, il y a un temps de contrôle pour bloquer. Vous avez eu l'exemple, par exemple, sur les VPN Cisco IPsec, je peux me connecter la première fois, au bout de 10 minutes, il m'éjecte. Alors oui, tout à fait, parce que pour faire du filtrage, en fait, il faudrait faire de l'analyse de contenu, de paquets. Et là, typiquement, j'étais connecté en VPN, ça marche très très bien. Donc vous pouvez prendre n'importe quel système de tunnel ou de VPN et ça fonctionnera quand même. Après, c'est bien évidemment à l'utilisateur de trouver un moyen de percer, on va dire, le firewall derrière lequel il est s'il y a des protections particulières, mais en fait, c'est pas filtré par défaut, naïvement, par les FAI, quoi. D'autres questions? Il y a des questions là-bas, je vois. Tout d'abord, merci. Très beau travail. J'ai une question, en fait, une transition par rapport à la fin. Quand vous dites il est possible de faire en fait un système Oracle, c'est-à-dire un pont vers Internet standard, est-ce qu'il n'est pas possible aussi de l'implémenter sur Trimble, par exemple Tor, NetSafe ou d'autres réseaux alternatifs en plus d'Ethereum pour justement démultiplier le calcul de Resolve, en fait, pour éviter comment expliquer ça? Pour éviter que si un jour Ethereum tombe, votre site tombe aussi en même temps. C'est ça que je ne sais pas si vous avez compris un peu, non? Si, c'est parfaitement clair. L'inconvénient de Tor, c'est que justement, c'est pas décentralisé. C'est anonyme de base, mais c'est pas décentralisé. C'est-à-dire que votre service Tor, il est quand même hébergé sur une machine derrière et une seule. Donc c'est à vous de créer la redondance éventuellement, ce qui est relativement complexe, à moins de multiplier les hébergements et de faire un système de load balancing intelligent. Là, c'est déjà justement décentralisé by design, donc on n'a pas ce problème-là. Il n'y a pas d'adresse IP de serveur, puisqu'en fait, c'est sur tous les nœuds à la fois. Et en plus, derrière, c'est non seulement anonymisé, mais c'est déjà décentralisé. Après, on pourrait penser à Freenet, où le contenu, par exemple, est répliqué. Mais Freenet n'héberge que du contenu statique. On ne peut pas faire d'exécution de code décentralisé avec Freenet, donc Freenet ne conviendrait pas non plus pour cet usage-là. Si on regarde IPFS, par exemple, IPFS, c'est pareil, c'est du stockage distribué. Le problème, encore une fois, c'est que par défaut, il est hébergé que sur les machines sur lesquelles vous mettez le contenu, et il n'est pas distribué par défaut, justement. Donc il n'y a vraiment que cette solution-là, à ma connaissance, qui fonctionne. Tout du moins pour héberger en tout cas la partie applicative. Sur la partie storage, vous avez aussi la solution SIA. Il y a une blockchain qui s'appelle SIA,
avec une monnaie associée qui est le Siacoin, qui permet de faire de l'hébergement décentralisé, correctement, mais par contre qui ne fait pas d'exécution applicative décentralisée. On va prendre une dernière question, là-bas. Oui, Renaud, merci beaucoup pour ta présentation. Concernant les FPGA, un certain nombre de fournisseurs cloud fournissent des instances de FPGA à la minute ou à l'heure. Des instances Xilinx très puissantes notamment. Est-ce que tu as fait une étude éventuellement d'opportunité économique d'utiliser ces instances pour un temps très réduit versus des cartes qui sont vraiment peu chères mais qui restent quand même relativement peu performantes? Alors, j'ai pas fait une étude très détaillée, mais je suis abonné à 3 services qui fournissent effectivement des locations de FPGA, puisque maintenant les grands s'y ont mis. Typiquement, vous avez la possibilité de le faire chez IBM, chez Microsoft et chez Amazon. Donc, vous pouvez effectivement louer de la puissance FPGA. Généralement, c'est un petit peu moins cher versus la puissance que vous avez, et surtout, c'est vraiment adapté à des cas de calcul massivement parallèles ou des calculs mathématiques avec des grosses quantités de données. Hein. C'est plutôt intéressant. Alors après, je n'ai pas fait de calcul de rentabilité sur l'intérêt, mais ce sont des bien meilleurs FPGA que celui que j'ai présenté là, qui donnent déjà des résultats très très corrects. Et dans le meilleur des cas, vous pouvez avoir des FPGA qui équivalent à la puissance d'environ 50 machines, ce qui est déjà très confortable. Hein. Sur une carte mère, à peu près de la taille d'une carte mère standard, vous pouvez avoir la puissance de 50 machines. À l'achat, ça coûte environ 3 000 € un FPGA comme ça. Merci beaucoup Nono pour Merci la conférence. Je pense qu'on peut l'applaudir bien fort.